Une page de lead, c'est 3 heures à faire. Exactement. Et une pub, c'est lancé en 24 heures. Exactement. Voilà, tu as ton lancement de produit. Quand tu as 13-14 ans et que tu gagnes beaucoup d'argent, tu as un aspect, une vision du monde qui change énormément. Donc je me suis remis pas mal en question à cet âge-là. Je t'appelle Pierre de Scale Me, c'est quelque chose que tu as choisi. Comment on scale, Pierre? Tu sais, on aime bien dire qu'il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences. Mais ça, c'est un échec, tu vois. Genre vraiment, si je me reviens en arrière, je me dis, ok, ça m'a peut-être apporté des petits trucs positifs, la hargne qu'il y a derrière. Mais putain, si j'avais pu l'éviter, mais je me foutrais des grosses tartes dans la gueule, tu vois. Mais tu fais pas ça, tu vois. C'est pas, ça a aucun, c'est stupide. Bienvenue à toi, moi c'est Thomas, fondateur du thème Full Stack et la personne présente en cas de galère sur chacune de tes boutiques Shopify. Aujourd'hui on teste un format d'interview un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, un format plus qualitatif, avec comme invité spécial Pierre de Scale Me, qu'on va découvrir aujourd'hui sous un autre angle. Il va nous raconter son passé, son parcours, tous les problèmes qui lui sont arrivés pour en arriver où il en est aujourd'hui et évidemment ce qu'il fera plus tard. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car il va nous partager 3 astuces sur Google Ads en 2021. Bon visionnage. Hello Pierre, merci de m'accueillir sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Le but de cette interview, ça va être de découvrir un petit peu plus. On se connaît, on s'est déjà vu sur Malte, on est dans la même team. On s'aide, on s'entraide, on se pose des questions mutuellement. Tu m'accompagnes, tu m'as un peu aidé sur la partie Google Ads. Tu es l'expert de Google Ads. Maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. On fait cette interview. Je te connais de manière très professionnelle. On a fait quelques soirées ensemble, mais on n'a jamais un petit peu plus creusé sur ton passé, d'où tu viens, ce que tu as fait avant. Donc écoute, bienvenue sur la chaîne, je te laisse te présenter et t'introduire. Bah écoute, salut Thomas, merci de m'inviter dans ton émission, c'est cool. Comme tu disais, c'est vrai, on n'a pas eu trop l'occasion d'apprendre à se découvrir sur notre passé. On se côtoie surtout par intérêt, on va pas se le cacher, on s'entraide énormément. Donc on travaille ensemble, mais hormis quelques bières, on n'a pas eu trop l'occasion de se découvrir un peu d'où on vient et qu'est-ce qu'on a fait. Et je pense que cette émission, ça va être cool parce qu'on va pouvoir justement échanger là-dessus. Et je pense qu'on va découvrir certains aspects de notre vie mutuellement, c'est très intéressant. Carrément. Alors Pierre, première question, rappelle-nous, remets-nous en contexte d'où tu viens. Qu'est-ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat? Quels sont tes débuts? Et après on verra comment t'es arrivé à Malte évidemment et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain. Ok, bon, officiellement j'ai commencé le e-commerce quand j'avais 16 ans puisque sinon il n'y a pas trop le droit. J'ai commencé, j'avais 13-14 ans, j'ai fait des serveurs Minecraft, donc un serveur de jeux vidéo que je pense beaucoup connaissent, où j'ai gagné quand même beaucoup d'argent. Et à 14, quand tu as 13-14 ans et que tu gagnes beaucoup d'argent, tu as un aspect, une vision du monde qui change énormément. Donc je me suis remis pas mal en question à cet âge-là. Et j'ai commencé à vraiment vendre des produits un peu plus éthiques et plus dans le e-commerce, donc des produits physiques, quand j'avais 16-17 ans, en gros. Et j'ai commencé le drop, je crois que je devais avoir 19-20 ans, j'en ai 23 aujourd'hui. Donc ça fait 3-4 ans que je suis dans le monde du dropshipping maintenant. Et la transition s'est fait comment? T'es arrivé à un stade où Minecraft, ça tournait plus et du coup t'as cherché un autre business automatiquement ou alors Non. Minecraft, ça a toujours très bien fonctionné, ça fonctionne encore d'ailleurs très bien. J'ai encore pas mal de personnes de la communauté qui me contactent pour que je fasse des coachings avec eux et que je les accompagne sur d'autres stratégies d'acquisition sur Minecraft. Donc ça marche encore très bien. En fait, c'est simplement qu'avant de gagner de l'argent et d'être administrateur et entrepreneur sur ce jeu, j'étais surtout joueur. Et quand tu joues pendant 4-5 ans au même jeu, il y a un moment où tu as fait le tour et tu as envie de découvrir d'autres aspects. Donc j'ai fait le tour et j'avais envie justement d'aller un peu plus loin. Pour moi, c'était un premier tremplin et c'était même... En fait, on appelait pas ça entrepreneur à l'époque. Je jouais à un jeu, je gagnais de l'argent avec. C'était trop cool, tu vois. Donc concrètement, c'était ça. Je gagnais de l'argent, mais je voulais changer de jeu vidéo tout simplement ou faire autre chose. Donc voilà, le tremplin est arrivé à ce déclic-là où quand tu as 17-18 ans et que tu rentres en études supérieures et que tu sors un peu plus souvent, tu as un peu moins le temps et l'envie d'être sur Minecraft tout simplement. Ok, c'est un peu le switch que j'ai vu par exemple où je viens d'une école d'ingé 42 et les 3/4 des personnes que j'ai rencontrées à 42, c'est marrant parce qu'elles viennent du jeu vidéo
de Minecraft par exemple. Au lieu peut-être de partir vers monétiser ses propres serveurs, eux ils les créaient et ça les a emmenés vers le code, tout comme toi ça t'a dirigé vers l'entrepreneuriat. Et donc tu dis vers 18 ans tu t'es lancé dans le e-commerce. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a marché du premier coup? Tu as lancé ta première boutique et c'était la folie ou pas? Bah là, à 18 ans, on remonte il y a 3-4 ans. Donc le dropshipping a énormément évolué. Et même aujourd'hui, il change énormément. Et il y a 3-4 ans, il n'y avait personne en France qui faisait du drop. On était clairement les premiers, on était les pionniers. Et moi, j'avais de la chance, c'est qu'à cette période-là, j'étais parti 2 mois en stage à Boston, où j'ai d'ailleurs bossé dans une grosse agence où j'ai commencé justement à mettre du gros budget sur Google Ads. C'est là aussi que j'ai commencé à choper pas mal de bons tips. Okay. Et mon amour incontesté et inconditionnel envers cette régie. Et à cette époque, j'étais donc à Boston et je me faisais targeter par des premières publicités de dropshipping. Et pour moi, c'était, maintenant on en a tous les jours. Le dropshipping, ça fait partie de notre quotidien et on a un maximum d'infopreneurs qui viennent nous contacter tous les jours par publicité. Carrément. Et qui nous convertissent. Et à cette époque-là, on est en quelle année ? À cette époque, donc là on est en 2021, donc on devait être en 2017-2018. Et toi, tu as découvert le drop via les ads qui t'ont target ou il y avait déjà des personnes qui en parlaient sur YouTube, etc. En fait, c'était à l'époque du free plus shipping. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et j'avais une ad, en fait, c'était même pas un infopreneur qui venait me contacter, c'était une personne qui voulait vendre ses produits de dropshipping, c'était des lunettes. Okay. Et c'était le fameux une lunette gratuite, enfin déstockage massif, on offre nos lunettes, on vous payez juste la livraison. Et moi, je trouvais ça trop comme technique, tu vois. Donc, je me suis un petit peu intéressé et j'ai vu que c'était sur Shopify, parce que tu sais, c'était encore le propulsé par Shopify, personne ne le retirait. On n'avait pas encore tes tutoriels pour retirer ça, donc évidemment, ça posait problème. Et donc, du coup, moi, je me suis un peu intéressé à Shopify et évidemment, je dis Shopify, dit dropshipping et j'ai commencé à connaître comme ça. Et en 2 mois, donc pendant ma période de stage, dès que j'avais un petit peu de temps, j'ai essayé de faire un petit site à droite à gauche et d'utiliser l'outil tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier pied dans le drop. Ok, tu dis que tu as fait du cash. Quand tu étais jeune, tu as fait beaucoup de cash. Ouais. Pourquoi avoir décidé d'aller encore plus loin pour faire encore plus de cash ou pour il y a un moment c'est un challenge personnel que tu veux te faire? Tu voulais te prouver quelque chose à toi-même quand tu as voulu te lancer dans le drop? C'est une bonne question. En fait, je pense que quand tu as gagné un certain nombre d'argent, que tu en gagnes 2-3 fois plus, ça change plus grand-chose. Tu peux t'acheter ce que tu veux, tu as un bon mode de vie, tu mets bien tes proches, t'es bien, tu vois. Donc quand j'étais petit, moi j'avais toujours cet objectif de quantifier mes objectifs. Donc je voulais taper le million, je voulais taper les 100 000, 500 000, millions, 10 millions. J'ai toujours quantifié mes objectifs financiers. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien. Tu vois, quand tu arrives à ce stade-là, tu es content 5 minutes, puis ça change rien. Donc du coup c'est naze. Et ce que j'ai cherché après, donc j'ai eu évidemment une petite période de dépression, tu vois, genre quand t'as plus trop d'objectifs, tu sais plus trop où aller, t'es paumé tout simplement. Et quand t'es mal entouré, c'est aussi très compliqué de rebondir. Moi, j'ai quand même été bien entouré pendant très longtemps, donc j'ai eu cette chance-là. Donc j'ai toujours un soutien psychologique à droite à gauche. Mais le plus compliqué, ça a été, je pense, de trouver une nouvelle raison, un nouvel objectif tout simplement. Et ces objectifs-là, il faut juste trouver un projet qui t'inspire, tu vois, qui te transcende. Et quand tu arrives à être transcendé par un projet et que tu arrives à transcender d'autres personnes à ce projet-là, tu deviens leader et c'est trop cool. Et c'est clairement ça qui m'inspire maintenant. Je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est bien d'être drivé au début par l'argent. Ça peut être une putain de source de motivation quotidienne qui va te donner envie de t'arracher. Mais faut pas que ce soit ta seule source de motivation. Par exemple, tu vois, moi je suis un putain de passionné. Ouais. Tout ce que je fais, je le kiffe. Et ce qui me lève le matin, c'est que je vais construire encore et que je vais peut-être réparer le bug d'hier qui m'est resté dans la tête. Et ça, c'est un parcours qui s'arrête jamais. Donc tu as atteint tous ces objectifs qui étaient financiers, d'accord ? Bravo à toi. Maintenant, ça a commencé comment le drop pour toi? Justement, t'as eu des échecs dès le début. Tu dis on est en 2018, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de contenu qui existe, il n'y a pas de marche à suivre. Tu dois tout apprendre par toi-même, tout seul, comme ce que tu as dû faire, je pense, quand tu as monté ton serveur. Comment ça s'est passé déjà ta formation, tes tests et parce qu'à mon avis, le seul moyen d'apprendre à cette époque-là, c'était de tester par toi-même. Exactement. Et c'est ça qui est cool, c'est que quand tu commences l'entrepreneuriat, tu apprends très tôt que quand tu n'as pas de contenu, il faut que tu testes. Et moi, j'ai toujours été drivé par ça, je sais pas faire quelque chose, j'essaye. Je déteste me coucher avec une idée en tête en me disant putain, mais du coup, comment ça marche, tu vois. Il faut que si j'ai ça en tête, je me lève, je le teste ou j'essaie de m'informer. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sources d'infos.
Donc à part quelques forums un peu chelous, tu vois, il y avait pas de vidéo YouTube, il n'y avait pas de groupe Facebook, de Discord ou quoi. Donc si tu n'étais pas dans une communauté, ce qui n'était pas le cas, fallait tester par toi-même. Bon, le gros point positif, c'était que la régie publicitaire à l'époque, il n'y avait personne. Donc les coûts par pub étaient vraiment très très faibles. Donc tester, ça coûtait 15 fois moins cher qu'aujourd'hui, si tu utilises des stratégies assez random. Donc évidemment, j'ai lâché beaucoup de budget sur les régies publicitaires pour voir un peu comment ça marchait. Ça a coûté très cher. Mes 2-3 premiers sites n'ont pas bien fonctionné. À partir du 3e ou 4e, je crois, j'ai commencé à être tout juste rentable. Okay. Mais bon, clairement, tu fais ta première vente, il y a un déclic. Tu fais de la pub, tu lâches un billet, il y a un mec qui vient et qui achète sur ton site. Tu sais que si tu te démerdes pas trop mal, tu peux faire des dingueries. Et quand tu as ce déclic-là, tu as envie de tout faire pour suroptimiser chaque étape de ton site, de ton tunnel de conversion, de tes produits, de tes pubs. Donc tu veux tout optimiser. Et une fois que tu es drivé par ça, c'est terminé, tu dors plus. Mais c'est trop cool. Tu as déjà un suivi qui est poussé. C'est-à-dire que même si au début tu fais pas de vente, tu vois le nombre d'impressions que tu fais, tu vois le nombre de visiteurs. Exactement. Tu dis ok, le problème vient du produit, on va changer, on va tester un autre, peut-être que le prochain sera meilleur. Et donc tu lances une première boutique, une deuxième, une troisième. La troisième, tu es à peine rentable. Tu continues sur cette troisième boutique, tu approfondis le truc ou tu continues à changer de produit, à tester de nouveaux produits? Évidemment, comme toute personne qui commence à faire un peu d'argent avec un produit, il en essaye plein d'autres. Donc j'ai fait une première boutique, donc la troisième, c'était la troisième boutique où j'ai mis beaucoup de produits dessus. Ça coûtait très cher. En fait, surtout en termes de temps, j'étais vraiment très opti SEO à l'époque. SEO et Google et Facebook Ads. Donc du coup, je suroptimisais chaque fiche produit. Sauf que dans l'équipe, on était 3 et on mettait environ 100 à 200 nouveaux produits par jour. Okay. Donc on avait 30 ou 40 environ pages produits SEO optimisées tous les jours à faire. Donc ça nous bouffait un temps fou, on faisait pas beaucoup de pubs et ranker en SEO quand t'as pas de très bonne strat, c'était horrible, tu vois. Il y avait les retours sur investissement allaient tomber, je ne savais pas encore, mais au bout de 3, 5 ou 6 mois. Et moi, je voulais que ça tombe direct. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais de la pub Facebook. Et ça coûtait une fortune. Parce que les problèmes, c'est que les gens arrivaient sur le site, ils voyaient plein de produits trop cool. Ils ajoutent au panier, ils ajoutent au panier, ils ajoutent au panier. Ils avaient des paniers moyens de genre 500 ou 800 balles. Puis ils voyaient le truc et ils se barraient, tu vois. Et nous, ça rendait fou. Je dis putain, mais achète, connard! Et ça rendait vraiment fou. Et donc, du coup, clairement, ce site-là, j'ai un peu arrêté. Parce que je voyais qu'il y avait 3-4 produits qui marchaient très, très, très bien. Donc j'ai pris les 3-4, je les ai mis en parallèle, j'ai fait 4 sites différents et sur ces 4, il y en a un qui a cartonné. Et c'était le 4e site. Ok. Et donc, tu parles de Facebook. Juste avant, tu parlais de ton stage à Boston dans lequel tu as approfondi Google Ads à mort. On est après? On est après, ouais. On est après. J'avais pas eu l'occasion de vraiment tester Google Ads parce que c'était vraiment dans un contexte beaucoup plus corporate, en fait, tu vois. On était plus dans une vision entreprise assez massive et j'avais jamais vraiment adapté ça sur du monoproduit. J'ai pas trop fait le lien, tu vois. Ou sur du e-commerce même de manière générale? Pas du tout. Okay. Du coup, sur mon 4e shop, on a fait Facebook et j'ai lancé du Google Ads. Et là, ça a été magique. C'était la vraie synergie qu'il y avait entre les deux. Au début, juste en branding? Non, c'est de l'acquisition. En fait, comme il y avait vraiment personne sur les régies, l'acquisition, même à l'arrache, sans aucune stratégie, ça marchait super bien. Énorme. Donc voilà, c'était trop cool. Tu avais des coûts par clic à 5 ou 10 centimes et 3 personnes sur 4 achetaient en fait, tout simplement. Donc c'était vraiment le début c'était l'âge d'or du e-commerce en France. C'était trop cool. Carrément. Maintenant, du coup, t'as approfondi, t'es toujours resté dans cette logique-là après pour les produits que t'as lancés, c'est-à-dire commencer par tester par Facebook et ensuite approfondir Google. C'est toujours le cas à l'heure actuelle? Non, maintenant, je fais plus du tout de Facebook. Genre, je dois être à 10% juste pour du retargeting. Okay. Des fois, je m'amuse un peu sur Lookalike, mais j'ai trop peur de bidouiller un truc parce que j'ai peur de me faire ban pour quoi que ce soit. Facebook, c'est super instable. Et le gros du souci, c'est que j'aime pas donner ma main à la régie. Maintenant, tu sais, je sais pas sur Facebook si tu as essayé récemment, mais si tu veux lancer une stratégie publicitaire sur Facebook, le gros problème, c'est que tu vas devoir simplement dire j'ai ce produit-là, tu vas même pas dire qui tu cibles, c'est Facebook qui s'occupe de cibler à ta place. Tu cherches une audience assez large et ensuite c'est la phase d'apprentissage qui fait le boulot en fonction des comportements qui se passent liés à ta pub, c'est vrai. Et donc, comment t'es passé du stade où t'es en stage, tu commences à toucher à Google Ads, à l'expert incontesté de Google Ads du moins sur le marché francophone? Je pense que c'est plus de 3 millions de dépenses en tout, sur 2 ans. 3 millions de dépensés en Google Ads sur plein de shops différents. Donc il y a du multi, du monoproduit, du très brandé, du high ticket. Et c'est le fait d'essayer sur plein de sites différents et de produits différents que tu arrives à comprendre un peu le potentiel et sur quels axes tu dois cibler pour quelle stratégie et tel produit, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu commences et que ça marche sur un produit,
Tu te dis, il n'y a que ça qui va fonctionner, que pour ce produit. Et le fait de tester plein de stratégies différentes sur quasiment tous tes produits, tu te rends compte que y en a qui sont beaucoup plus adaptés pour l'une que pour l'autre. Carrément. Et ça aide énormément. Il y avait cette stratégie qui avait très bien fonctionné. Et puis évidemment, le fait de tester à droite à gauche, tu peux aussi te permettre de faire une communauté. Et là, Scale.me a commencé à ce niveau-là. J'ai voulu partager un peu mes connaissances. Et évidemment, j'ai de plus en plus de demandes de coaching ou d'analyse de sites. Et donc encore évidemment plus de tests à faire. Et donc je pense que ma plus grosse force actuelle, c'était pas d'analyser mes sites, mais ceux justement de ma communauté. Quand ils viennent vers toi et qu'ils disent j'ai fait ça, j'ai telle donnée, j'ai tout ça, moi je le prends, tu vois, vas-y file les données, moi je bouffe tout ça. Et ça t'aide à comprendre encore mieux et toujours comprendre. Il n'y a pas un moment où tu maîtrises à 200% cette plateforme. En plus, sans compter le fait qu'il y a des personnes qui travaillent dessus en continu, au quotidien. Donc toi, T'as deux façons de faire de la veille, rester informé sur le net, de voir ce qui se passe, quels sont les updates, quelles sont les modifications, et aussi le côté où tu as une communauté et des personnes qui potentiellement testent pour toi et des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Alors, quand tu commences à voir le potentiel d'un outil, tu as plein d'idées, tu les testes tous. Mais évidemment, tu es restreint parce que tu vois seulement ce que tu veux voir et ce que tu es capable de voir. Tu te dis pas, putain, ça se trouve, ça va marcher parce que tu n'y as même pas pensé. Et le fait que plein de personnes, toute la communauté, toute la sphère francophone viennent te voir pour te dire j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'ouvre un champ des possibles et une vision beaucoup plus large. Et ça, c'est trop cool. Et ça, ils s'en rendent pas compte, la commu, que moi je suis super reconnaissant envers eux. C'est qu'ils viennent me voir pour que je les aide, mais eux aussi ils m'aident justement dans cette vision-là. C'est génial. Donc un grand merci à vous, les gars, c'est cool. J'ai la même vision dans le sens où, par exemple, pour le thème qu'on a créé, j'ai essayé de prévoir au maximum toutes les mises à jour, tout ce qui pouvait y arriver. Mais en le lançant, j'ai découvert qu'en fait personne n'avait l'utilisation que je pensais. Et ça, c'est devenu un truc de fou. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, au moment où on a lancé le thème, j'ai plus choisi une seule des mises à jour. Et c'est seulement la communauté qui l'a demandé. Et si un truc revenait plusieurs fois, eh bien, on l'améliorait autour de ça. Et c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que non seulement tu récupères de la data depuis ton utilisateur, ton client, mais en plus de ça, tu construis un produit qui est complètement autour de lui. Et ça, c'est hyper satisfaisant pour lui comme pour toi. Ouais, c'est trop cool parce que là, clairement, tu crées un produit pour la personne et c'est elle qui est tellement impliquée dans ce projet qui vient t'aider pour que ça matche parfaitement. Et quand tu arrives à créer une synergie entre le produit et le client, c'est juste parfait. Le client, il vient ton produit réciproquement. Et après, ça devient dynamique et ils se tirent tous les deux vers le haut. Je trouve ça trop cool. Écoute, Pierre, c'est une belle histoire. À mon avis, il n'y a pas eu que des hauts. Depuis le moment où tu as commencé, même si on revient en arrière depuis tes premiers serveurs Minecraft, tout ce que tu as fait, tu nous racontes, c'est bien, tu nous racontes vraiment ce qui s'est passé depuis le début, où tu es arrivé à la fin. On n'a peut-être pas encore forcément parlé de Malte, de la team qu'on a, etc. Comment on se pousse encore plus vers le haut et on essaye d'avoir encore de meilleurs résultats tous. C'est quoi tes plus gros échecs, quelque chose que tu reviens, si tu reviendras en arrière, quelque chose que tu ferais pas, et pour aussi les personnes qui nous écoutent, qu'ils se disent quoi, enfin y a pas, tout n'est pas tout rose tout le temps. Tu as quand même pris un risque depuis le début, même si c'était assez sécurisé. Tu avais déjà gagné de l'argent, tu avais un certain confort. Maintenant, il y a toujours des risques, je pense, j'en suis sûr, et il y a toujours des échecs qu'on a dû surmonter, et j'aimerais bien connaître les tiens. Je crois mon plus gros échec, parce que tu sais, on aime bien dire qu'il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences. Mais ça, c'est un échec, tu vois. Genre vraiment, si je me reviens en arrière, je me dis ok, ça m'a peut-être apporté des petits trucs positifs, la hargne qu'il y a derrière, mais putain, si j'avais pu l'éviter, mais je me foutrais des grosses tartes dans la gueule, tu vois. Mais tu fais pas ça, tu vois, c'est pas, ça a aucun, c'est stupide. Et cette histoire, ça remonte il y a un peu plus de 2 ans, je crois. Pour remettre dans le contexte, j'ai fait un bac+3, donc j'ai fait 3 années d'études supérieures, 3e useless d'ailleurs, la licence pro, j'ai quasi rien appris, bref. J'étais dans un mood où pendant 3 ans, j'étais en études supérieures en commerce, donc je sortais souvent. Je prenais un plaisir fou à aller voir mes potes, à aller boire des bières avec eux. Je faisais mes études, évidemment. Et puis à côté, j'avais la partie entrepreneuriale. Okay. Et c'est ça qui me faisait que je pouvais me payer un appart, manger et sortir. Donc évidemment, j'avais un rythme assez soutenu où je dormais pas beaucoup. Mais j'aimais ça parce que, tu vois, je me levais le matin, je savais que je devais aller bosser, je devais sortir et je devais faire la partie entrepreneuriale. Donc j'avais un rythme assez constant que j'adorais. Mais c'était assez limité, tu vois. Quand t'es en cours et que tu sors un peu, t'as quoi, grand max 1 ou 2 heures en moyenne par jour pour bosser sur tes projets, ce qui est très restreint. Et le jour où j'ai fini ma licence, donc mes études supérieures,
je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant, j'ai un temps monumental, je vais plus sortir, je vais faire que bosser pour voir ce que ça fait. Sauf que j'étais à un stade, après 3 ans plus 4 années d'entrepreneuriat à côté, j'ai quand même beaucoup de cash flow. Donc c'est un peu recommencer un jeu en mode easy alors que tu l'as fait en hard. C'est déjà beau d'avoir et c'est hyper motivant je trouve, d'arriver à générer un méga cash flow en taffant 1 heure à 1 heure et demie par jour. C'est ça. C'est hyper inspirant. Après il y avait le week-end donc c'est une moyenne. Mais puis les vacances aussi ça aide beaucoup. Mais puis en plus maintenant vous avez le confinement les gars donc il faut arrêter les conneries. Hein. Bref. J'arrive à ce stade là où j'ai de l'argent. J'ai beaucoup d'argent. J'avais plus de 100 000 euros de générés de dispo en cash flow sur mon compte. Un temps 24 heures par jour. Et une motivation folle parce que j'ai mes compétences et puis j'ai déjà des sites qui tournent donc tout allait plutôt bien tu vois. Tu sais que ça fonctionne. Tout fonctionne. Tu sais que ça fonctionne, tu sais sur C'est quel ça. bouton appuyer limite. Exactement. Pour en avoir plus. Je sais comment trouver mon produit, je sais comment faire mon site, je sais comment faire ma pub, j'ai de l'argent, c'est parti tu vois. Sauf que je prends du recul et je fais putain mais ça sert à rien de recommencer en easy alors que maintenant je suis genre en mode God mode tu vois. Je vais à ma banque, je crée un compte, je mets toutes mes thunes dans mon compte, je bloque jusqu'à mes 30 ans. Je garde 5 000 euros de côté pour lancer mon site et pour m'héberger, tu vois, pendant 2 mois, logique, et manger. En mode méga challenge. Ouais, T'as évidemment, du cash flow, évidemment et encore une fois, je vends mon site. Donc j'ai plus de site, j'ai plus rien. D'accord. Ok. J'ai un appart payé sur 1 mois, donc j'ai mon mois qui est payé. J'ai de l'argent de côté, un tout petit peu, et le reste, c'est bloqué. Jusqu'à mes 30 ans ou si j'ai une grosse maladie ou un gros problème. J'ai mis 2-3 petites clauses au cas où, tu vois. Je suis pas con. Donc c'est mis de côté. Je peux plus y toucher. Même si je suis à la rue, je peux pas récupérer mes thunes, tu vois. L'objectif c'est quoi? C'est un besoin d'adrénaline, c'est simple. Tu vois, quand t'es en cours et que t'as un projet à rendre et que t'as pas bossé du mois et qu'il te reste genre 24 heures pour le faire, l'adrénaline que t'as, c'est ce qui fait que derrière, tu vends le meilleur projet, tu vois. Tu mets tout ton corps et toute ton âme dessus, t'es ultra productif. Et le fait d'être dans ce danger et dans ce besoin de ce matin je me lève parce que si je fais pas mon taf, demain je suis à la rue. Bah, j'avais besoin de ça tu vois, pour relancer la machine. Donc, c'est ce que je fais. Tout va bien, j'ai une putain d'idée de produit. Tu vois les objectifs pour smartphone? Tu sais que tu clips dessus là. Je me lance là-dessus. Je me fais, vas-y, ça va trop bien marcher. Le produit est parfait, je peux le brander super bien. J'ai trouvé les fournisseurs, tout est nickel. Le marché, il y a une super bonne demande, très peu de concurrence. Ça part, tu vois. Il y a un concurrent en France. Puis ils n'étaient pas super bien brandés et tout, ça peut le faire de ouf. Il n'y avait pas encore les Rhino Shield des compagnies à l'époque. Donc vas-y, je fais le site. En 2-3 semaines, il est surpeaufiné as fuck. Je suis prêt à le lancer. Je reçois les produits dans 1 semaine. Mes ads sont prêtes, tout est prêt. J'ai plus qu'à attendre 1 semaine et prendre les photos du produit pour le brander parfaitement. J'avais même acheté les setups pour prendre les photos, tu vois, avec le peu de budget qui me restait. C'est ça. Donc tout était nickel. Sauf que moi, je suis ultra impatient. Et 1 semaine, je voulais pas attendre. Du coup, je lance les pubs. Je mets juste 50 euros de pub. 50 balles, il y a 300 euros en bénéfice qui tombent. Je suis oh putain comme un ouf. Je mets 100 balles le lendemain. Et le lendemain, je reçois un courrier de 2 avocats plus un huissier qui vient me dire que bah frérot, t'as des photos, elles sont pas à toi. Et en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les photos de mon concurrent pendant 1 semaine pour tester le produit. En attendant. Et sauf que ce concurrent-là, il avait trop la hargne, tu vois. Genre, il voulait, je sais pas ce qu'il a cru. Il a cru que j'allais le défoncer. Alors, j'ai lâché sur 100 balles, tu vois. Genre. Il a cru que j'avais généré des millions sur son dos. Alors que ça faisait genre 2 jours que j'étais lancé. Okay. Donc, j'ai joué la carte un peu entrepreneur. Il n'en avait rien à foutre. La carte du jeune étudiant, rien à foutre. Et il m'a clairement dit, bah écoute frérot, faut que tu lâches 10 000 balles. Parce que là, on a les factures de nos photos. Puis droit à l'image et tout le bordel. Avec huissier et la totale, je fais, oh merde. Du coup, je me retrouve tout simplement de 100 000 euros de cash flow à moins 10 000 en 1 mois. Et je me fais, bah frérot, c'est encore mieux. Maintenant, faut que tu charbonnes, t'as pas le choix. Là, t'es obligé. Tu l'as la piqûre, t'as combien de temps pour payer à ce moment-là? Normalement, il voulait que je paye cash. Okay. De base, c'était 7 000 euros que je devais payer cash. Je leur ai dit, bon les gars, c'est chaud, il n'y a rien qui tourne en ce moment. Je pouvais pas avoir d'avocat, mon daron il m'a clairement dit, bon c'est privé mais on veut pas d'emmerde avec ça donc tu te débrouilles, on n'étale pas le truc. C'était simple, si t'es un avocat, t'étales ça sur le projet sur 1 an et t'es tranquille. Du coup je leur dis, bon bah écoutez moi je vais pas prendre d'avocat, on va régler ça à l'amiable, on va étaler sur 6 mois. Donc du coup ça faisait environ, je crois que c'était 1500 que je devais payer sur 6 mois, un truc du genre. Tous les mois en plus de c'est ça. Ouais.
Puis bah du coup, là, je suis au stade où il faut que je paye mon appart le mois prochain, les 1500 balles, plus ma bouffe, et puis bah j'ai plus de site, clause de non-concurrence. Donc du coup, c'est parti quoi, je refais un nouveau site. C'était en janvier que c'est arrivé. Bon, janvier c'est cool. Là, on est en janvier où je te parle. C'est cool janvier parce que bah, un mois après, il y a février, donc Saint-Valentin. Je fais bon, ok, j'ai 500 balles de côté. Je charbonne comme un ouf et puis je vais lancer un site de la Saint-Valentin. Bon, voilà, ça a cartonné, j'ai eu de l'achète. Parce que je t'avoue que là, si ça marchait pas, c'était fini. Ok, donc il te restait un petit peu de budget, tu l'as balancé en pub direct. Ouais. En fait, normalement, t'as dit c'est ça ou rien quoi. J'ai un peu piné, je t'avoue. Normalement, ce budget-là, il devait partir pour les avocats. Je leur dis ouais, il y a un problème de transfert et tout, promis dans 2 semaines, c'est envoyé. J'ai envoyé tout le budget sur la pub et c'est reparti quoi. Donc là, c'est sur ce site-là, avec les 500 balles, j'ai généré 40 000 euros. Bon, pas avec les 500, donc il y avait le cash flow et tout le bordel. Mais en 3 semaines, il y a eu les 40 000 euros de générés, donc c'est relancé, tu vois. T'as pu scaler, du coup, t'as 500 balles. C'était la Saint-Valentin, donc j'avais 3 semaines pour faire du cash. Ok. 40 000 euros en 3 semaines. Mais avec les fonds de roulement, etc., t'as pu manage. Ouais. Parce que on a fait des petits tips avec PayPal et tout, on connaît, t'inquiète. Ok. On s'est bien débrouillé. Énorme, mec. GG. Mais merci. Depuis ce moment-là, c'est bon, l'histoire elle est close. C'est parfait. Scale Me a été lancé juste après. Ok. Tout est close. Et puis j'ai encore une haine incommensurable envers ces personnes-là. Mais bon, dans l'entrepreneuriat, il y a des cons, il y a des mecs bienveillants, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand tu revois passer l'objectif sur AdSpy? J'ai une haine. Et je me dis que Rhinoshield les a bouffés maintenant, donc tant mieux pour leur sale gueule, quoi. Ok, je comprends parfaitement. Tu lances Scale Me à ce moment-là. Pourquoi? Dans quel objectif? T'as remonté la pente. À un moment, c'est pas dans un objectif qui est purement financier. Tu sais exactement comment générer du cash. T'en as parlé un tout petit peu avant. Est-ce que tu peux approfondir déjà sur Scale Me? Parce que c'est une chaîne, c'est ce qu'on voit, c'est la vitrine. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça fonctionne? Mais surtout, quelles sont tes motivations profondes pour faire fonctionner Scale Me? On parlait vraiment d'objectifs d'argent dès le début. Il n'y a plus eu ça. Et peut-être que Scale Me, c'est un peu la solution. Ouais, bah écoute, on va faire simple. Moi, j'ai toujours été monsieur tuto. Genre, depuis que je suis petit, j'aime trop lancer Camtasia et Fraps à l'ancienne et faire un tuto comment craquer Sony Vegas, plein de tutos à la con, tu vois. Et j'adorais me filmer, pas ma tronche parce que j'avais une sale gueule, donc juste filmer ma voix, mon écran et expliquer comment faire les choses. Et voir les commentaires et que ça prenait un peu d'ampleur, c'est ce qui me sortait un peu de ma zone un peu d'ombre, tu vois, que quand t'es petit, c'est aussi une manière de sociabiliser. Et j'ai toujours adoré ça. Ça se ressent un peu, je pense, dans mes toutes premières vidéos où je mettais même pas ma tête non plus, tu vois. C'était juste des modes tuto, comment installer ça, comment faire ses premières campagnes, et j'aimais trop. Tu le faisais sur YouTube au début? Ouais, au tout début, bah, les vidéos sont encore d'actualité. Je crois que celle qui a vraiment bien fonctionné, c'était premier sur Google. C'était juste la première campagne de branding sur Google Ads et ça avait super bien fonctionné. Il n'y avait pas ma tête, c'était juste un tuto à l'ancienne sur la plateforme Google Ads, comment faire sa toute première campagne et être positionné sur son nom d'entreprise et de produit. Et ça avait bien fonctionné et c'était clairement le type de vidéo que je faisais déjà à l'époque, donc j'étais assez à l'aise là-dessus. Je savais comment ça marchait, je savais ce que les gens voulaient et j'ai un esprit assez scientifique, même si je suis nul en sciences, c'est très logique, tu vois. J'aime bien expliquer les choses et être dans le concret pour savoir on va faire ça, pourquoi, pour quel résultat. Et j'ai toujours aimé faire ça. Et le fait de voir que d'autres gens ont cette manière de travailler et que je leur apporte un petit plus, tu vois, ça a beaucoup aidé. Et donc au début c'était sans prétention des petites vidéos comme ça. Et je me suis rendu compte que une petite communauté s'est créée au fur et à mesure et qu'il y avait une vraie demande et il y avait un vrai aspect communautaire qui était demandé. Ça se parlait dans les commentaires, ils demandaient s'il y avait un groupe Facebook, s'il y avait des forums ou quoi. Okay. Donc j'ai clairement fait un groupe Facebook instant, le Discord est venu par la suite. Et c'est incroyable, quand tu fais une chaîne YouTube, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une aussi grosse demande communautaire. Et c'est maintenant clairement ce qui me drive le plus. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai bougé à Malte. Malte c'est incroyable, on a une communauté de fous. Quand tu vis en Bretagne quasiment toute ta vie, t'as des potes, mais qui sont entrepreneurs, il y a très 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 peu de chance, sauf si tu les aspires à devenir aussi entrepreneur. Mais bon, moi je suis pas à ce stade-là encore, tu vois. Donc il y en a des gens qui ont essayé et qui s'était pas fait pour eux, mais il y avait pas d'entrepreneurs qui avaient le même parcours. Et à part si tu vis peut-être à Paris, en France, il n'y a pas trop d'autres endroits où aller pour être bien entouré comme ça. Et Malte, Malte, mec, c'était incroyable, c'est l'Eldorado, quoi. L'Eldorado de l'entrepreneuriat français. Malte, c'est incroyable. Tu vois, moi, par exemple, j'étais à Paris
Bon, à la base, je viens de Chambéry. Pour moi, c'est impossible de travailler à Chambéry. J'ai des potes qui sont entrepreneurs, mais pas du tout en ligne, qui ont monté des restos ou qui sont dans l'immobilier, etc. Et j'en ai d'autres, tu vois, c'est mes potes d'enfance. C'est incroyable pour boire un verre, etc. Par contre, moi, perso, quand je suis là-bas, c'est impossible de travailler, de me concentrer. Je suis parti de là-bas quand j'avais 17 piges. J'y suis revenu, tu vois, une semaine par an, même pas. Et je suis parti à Paris. Et à Paris, j'ai baigné un petit peu dans cet environnement full startup, Startup Nation, Station F, 42, The Family, les pitchs et tout, etc. C'était hyper intéressant, mais il y a un truc que j'ai découvert à Malte qui était vraiment incroyable, c'est justement l'utilisation de tous les outils qu'on a aujourd'hui, que j'en ai jamais entendu parler dans l'écosystème startup, mais ne serait-ce que de balancer des ads sur Facebook, sur Google, d'exploiter toutes les régies publicitaires, d'utiliser des funnels de vente, des séquences d'emails, tout ça un peu bricolé avec tous les outils que tu as ici. Et tu parlais de Malte et moi je suis refait d'être à Malte. Tu vois, ça fait plus d'1 an et demi que je suis à Malte. Je me suis enfermé dans une cave au début pour lancer mon activité. Et c'est vrai que cette team, elle est incroyable. On a une team, on est quoi, une vingtaine, trentaine peut-être. Il y a 2 grosses teams, on doit être environ 50 en tout, quoi. On doit être 50 en tout. Des personnes qui touchent à tout. Tu vois, toi, t'es le mec de Google. Moi, je suis le dev. C'était un problème sur la boutique. J'ai 2-3 personnes de la team qui m'appellent tous les jours. Nos conversations de groupe, elles sont incroyables. Carrément. Et ce que j'aime bien, c'est que je retrouve un petit peu le mood de 42 dans le sens où à 42, tout le monde sortait de l'école et racontait comment il arrivait à fixer le bug dans sa fonction en C pour afficher l'alphabet et tout, etc. C'est que de l'entraide de ses spécialités. Et exactement, sauf qu'ici, au lieu de parler technique, ça parle business. Et c'est encore plus intéressant dans le sens où oui, on retrouve le même mood, mais au lieu de parler technique, on parle de comment on arrive à faire grossir notre propre activité, notre bébé, le truc qu'on a chacun monté de notre côté et qui nous rassemble aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment puissant. T'es venu à Malte pour ça au début ? Ouais, de ouf. Okay. En fait, c'est super simple. Le commerce, c'est très binaire. Faut pas être un génie, hein. C'est simple. Si c'est rouge et que tu gagnes pas d'argent, pas bien, pas ouf. Tu gagnes de l'argent, c'est au vert. Vas-y, fonce, tu vois. Et c'est trop bien. Il n'y a pas de juste milieu. Si ça stagne, c'est mort. Si ça shut down, c'est mort. Tu gagnes de l'argent, c'est cool. Ta croissance, elle doit être exponentielle constamment. Et si c'est pas le cas, c'est que t'as pas assez bossé. Carrément. Et je pense qu'on a tous, en tout cas à Malte, cet esprit-là. Et tu faisais le parallèle avec 42 ou même la Startup Nation qu'il peut y avoir en France. Je trouve ça, il y a encore un peu ce délire un peu corporate, tu vois, où on va faire des process, on va faire des plans d'action, tu vois. Ouais, on va faire des études de marché, des SWOT, ouais, des SWOT, tu vois. Alors ça part direct là-dessus. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a les mêmes idées, mais au lieu de faire un SWOT, on va le faire directement, on va appliquer. Je pense qu'il y a l'action. Moi, on m'a toujours inculqué que si je voulais monter ma startup, il fallait au moins que j'y passe 6 mois et que je sois prêt à pas gagner d'argent. Le truc que j'ai découvert ici, c'est qu'un produit, ça se teste en 2 jours, que ce soit un produit numérique ou un produit physique. Tu peux avoir tes premiers résultats et complètement autofinancer ta courbe de progression. Une page de lead, c'est 3 heures à faire. Exactement. Et une pub, c'est lancé en 24 heures. Exactement. Voilà, tu as ton lancement de produit. Et il n'y a pas d'excuse. Moi, c'est un truc que vraiment j'ai mis très, très, très longtemps à assimiler. Ouais. Dans le sens où pour moi c'était complètement impossible, tu vois. Il fallait que je crée le meilleur produit et qu'après je pense à le vendre. Et c'est exactement les étapes par lesquelles je suis passé jusqu'au moment où maintenant un produit, dès que j'ai l'idée, mon plus gros focus c'est le copywriting, la page de vente, des notions que je connaissais pas du tout avant d'arriver ici. Et on envoie de la pub parce que, ou un email ou quelque chose, on a les résultats le plus rapidement possible. Et après, on sait si on se met dedans ou pas. Totalement. Tu vas pas mettre, si t'as pas sondé le marché et que tu sais pas qu'il y a une demande ou rouge. Voilà. T'as des leads, t'y vas. T'as pas de lead, tu switches. Exactement. Ou peu, ou tu te fixes un objectif. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce qui est marrant, c'est que justement, moi, perso, tu vois, j'ai toujours voulu monter une startup. Et je pense que je le veux encore, j'en suis sûr. Mais qu'avec les leviers qu'on a à l'heure actuelle, je peux te jurer que je vais pas passer 6 mois sans rien gagner si je monte une startup à l'heure actuelle. Évidemment. Au final, une startup, c'est quoi ? C'est quelque chose qui part de zéro et qui a un potentiel de croissance qui est énorme et qui ne s'arrêtera jamais. Ça peut être, est-ce qu'on peut parler de scalabilité ? On peut parler de scalabilité. Incroyable. Maintenant, pour finir ça, genre, c'est exactement ce qu'on peut faire, hein. Tu vois, tu peux le faire avec un produit physique, tu peux le faire avec n'importe quoi, ça peut avoir la forme que tu veux. Maintenant, pour faire le lien avec la scalabilité, Pierre, merci. Tu t'appelles Pierre de ScaleMe. Comment ? Si moi j'ai un produit qui commence à marcher, sur lequel je commence à avoir des résultats, comment tu me scales moi ? De quoi ? De toi, de ton projet ?
C'est quoi ta méthode de scaling? Tu t'appelles Pierre de Scale Me, c'est quelque chose que tu as choisi. Comment on scale, Pierre? Comment on scale? Déjà, il faut avoir la main sur les coûts, obligatoirement. Si tu commences à avoir un bon process bien automatisé, donc ça passe aussi évidemment par ton site, donc ton site e-commerce et tes funnels de vente. Si ça, c'est pas automatisé ou peaufiné à 100%, commence pas à essayer de scale tes ads. Ouais. D'abord, tu dois suroptimiser tes pages de vente pour que ton offre matche parfaitement avec tous les types de prospects qui peuvent venir sur ta page tout simplement. Et l'erreur que 95% de personnes font, et qu'il y a juste en agence web ou les grosses sociétés qui optimisent ça, c'est qu'ils font pas d'A/B testing ni de configuration de page en fonction d'une audience. Moi j'utilise Google Optimize par exemple pour setup, on va dire. L'idée c'est, imaginons que, on va faire simple, j'ai un produit et potentiellement il y a deux audiences bien distinctes qui viennent sur ce produit. Je ne vais pas proposer la même offre aux deux. Tu vois, je vais personnaliser mon offre, donc ma page de vente, à ces deux personnes différentes pour que 100% soient super intéressés et que d'ailleurs ils achètent. Donc ça passe par Google Optimize par exemple. Pareil, je fais de l'A/B testing pour tester plusieurs variables et une fois que mes funnels sont suroptis, je commence à scale, comme tu dis, via de la publicité. Donc sur Google, je vais faire ma petite promo. Sur Google, moi, je passe essentiellement par le shopping et par le smart pour scale. Et en parallèle, un petit peu avant, en amont, j'aurais fait beaucoup de search. Tu A/B testes à toutes les étapes du funnel. Ouais. Sur les créatives, c'est ça. Sur la pub, ouais. Sur le site, sur les upsells, potentiellement. Potentiellement, même le checkout, tu peux t'amuser à peaufiner un petit peu. Mais sur la publicité, il n'y a pas que l'aspect créatif qui joue. Il y a aussi un gros aspect keyword, le match entre le keywords et l'annonce. Et il y en a qui pensent qu'une fois qu'ils ont une bonne annonce en search, par exemple, ils la laissent constant. Moi, j'ai jamais un groupe d'annonces qui a une seule annonce dedans, c'est impossible. Il y en a toujours 3 ou 4 qui tournent. Et tous les 10-15 jours, j'en retire 2 ou 3 et je base sur les meilleurs pour refaire de nouvelles, pour gratter à chaque fois 1 ou 2 ou 3 points de CTR. C'est incroyable, tu vois. Tu peux pas, c'est pas un passif. Les gens qui vont te dire que la publicité ou un site e-commerce c'est un passif, c'est des escrocs. Si tu laisses un truc tourner comme ça va mourir. Tu peux déléguer pour que toi derrière ce soit un passif, mais tu laisses jamais tourner une ads ou un site internet sans faire de A/B testing ou de. Sur Google, le budget se dépense. Bah évidemment. Si tu laisses de côté, Ah ouais. c'est mort. Pierre Bayon. Ok, hyper intéressant. D'ailleurs, pour la Startup Nation, quand on parle de scaling, on ne parle pas d'un produit pour lequel il peut y avoir de 1 à 50 000 utilisateurs, rien ne change en termes de produit. On parle vraiment du fait de revenus exponentiels. Ce qui peut être le cas si tu vois, Google, c'est un produit qui scale. Tu vois, qu'il y a une personne qui tape une recherche ou qu'il y en ait 50 000, tu vois, ça ne change rien. Mais là, on parle vraiment du revenu. C'est-à-dire que tu as testé ton produit, ton offre sur le marché, tu l'as soumis au marché, tu as eu des bons résultats. On parle de ROS, retour sur investissement. Tu as mis 1 euro en pub, tu en as eu 3 ou plus. Et donc là, à ce moment-là, feu vert. C'est ça. Je peux scaler. Alors, la scalabilité, comme tu dis, c'est bien de mettre un petit disclaimer dessus. Si c'est en search, donc quand tu es dépendant de la requête, évidemment, tu es dépendant de la demande, du nombre de personnes qui vont faire cette requête. Avec Google Shopping, maintenant, il y a une IA qui est de plus en plus puissante qui va permettre de savoir quel type de personne est intéressée par tel produit. Et là, on est plus sur un truc similaire à Facebook, par exemple, où on peut faire de l'acquisition sur YouTube avec le shopping. Et ça, c'est super puissant aussi. Donc maintenant, on a un aspect de scalabilité qui est plus intéressant. Et l'autre petit parallèle à faire, c'est que la scalabilité, c'est aussi un contrôle des coûts. Il faut que le coût soit constant et régulier, et par contre que ta marge soit exponentielle. Et ça passe par des stratégies, par exemple le ROS cible, très utilisé maintenant quand tu commences à faire pas mal de ventes sur Google, qui va dire, ok, maintenant tu cibles plus en fonction d'une enchère au coût par clic, mais je veux que j'ai un ROS constant, régulier, que pour 100 personnes, j'ai un ROS de 500 ou 600%. Okay. Et ça, Google arrive à le savoir, et c'est comme ça qu'on scale magiquement une fois que tu as dépensé 500 ou 1000 euros, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, tu vois, je suis plus sur la partie Facebook, du coup, que sur la partie Google. Google, je l'utilise en branding. Je vais me lancer un peu plus dans la partie YouTube maintenant. Okay. Mais déjà, sur YouTube, sur Facebook, c'est méga puissant, pardon, dans le sens où, oui, il ne faut pas augmenter drastiquement ton budget, parce qu'après, tu repasses en phase d'apprentissage et tout, etc. Tu peux mettre des règles automatiques, tu peux scale horizontalement en rajoutant des adsets, verticalement en augmentant simplement le budget journalier. Et au final, si tu augmentes, par exemple, de 20%, tous les jours, en fonction de la condition, si tu as un ROS qui est supérieur à 2 ou 3, ça tu le calcules en fonction de tes coûts, ton break-even et tout, etc. Et tout ça, c'est l'automation. Ouais, carrément.
Mais il faut quand même garder un œil sur les assets, regarder ceux qui sont rentables, toujours pas, même si le budget ne s'augmente pas. Grâce à ta règle automatique, il faudra faire gaffe parce que du coup, tu as toujours un asset qui tourne. C'est hyper intéressant. Donc là, à l'heure actuelle, tu te considères comme un formateur, un entrepreneur, un publicitaire? Je me vois comme une star, on va pas se le cacher. J'ai pris la grosse tête maintenant, Giro. Non, en vrai, je vois ça plus comme une chance parce qu'il y a une vraie communauté qui s'est créée. Et hormis... en fait, j'ai vu le potentiel de cette communauté que très récemment. Il y a 4 mois de ça, je crois, j'ai fait une conférence à Malte qui s'appelait Scaling Island. Et il y a environ 80 entrepreneurs qui sont venus de France en plein Covid pour venir à Malte un week-end, voir un inconnu qu'il a juste vu sur Internet, parler un peu de son business et puis de ses stratégies publicitaires. Là où tu touches vraiment et concrètement ce que tu as construit et c'est pourquoi tu as travaillé. Voir physiquement des personnes qui regardaient mes vidéos, bah, c'est un putain de déclic. Tu vois, un commentaire, c'est un commentaire. Une vue, c'est une data. Mais c'est une personne, chaque vue, c'est une personne, tu vois, avec un projet, avec des idées, avec des envies concrètes, tu vois. Et quand tu as genre 20 000 abonnés, tu te rends compte que c'est 20 000 putains d'idées et 20 000 mecs qui sont ultra inspirés et qui veulent concrétiser un projet qui leur tient à cœur. Et quand on a genre ne serait-ce que 100 qui viennent sur place te voir et échanger avec toi, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et sur ces 100, il y en a une vingtaine qui sont restés, qui habitent encore à Malte maintenant, et ils font partie de la communauté. Et tous les jours, on se voit, tous les jours, on travaille ensemble, et tous les jours, on se tire vers le haut, et je trouve ça incroyable. Et c'est ça qui m'inspire maintenant, tu vois. Et pareil, comme tu dis, avec des projets, des façons de faire aussi qui sont différentes. On a des mecs chauds en SEO, on a des pros de l'emailing, ça t'ouvre les yeux. En termes de process, c'est incroyable. Carrément. Et tous des gens qui sont lancés dans leur chambre, limite de leur côté, c'est parti de petites vidéos sur YouTube, qui ont eu la chance d'avoir du contenu quand ils se sont lancés, tu vois. Parce et une communauté surtout. Je pense que c'est la communauté qui a fait qu'il y a une entraide, tu vois. Et aujourd'hui, elle est physique. C'est ça. C'est ça qui est puissant. On est voisins aujourd'hui. On est voisins, voilà. Ce qui est aussi puissant, c'est que voilà, on a nos moments pour taffer. Moi, je te connais, t'es un fêtard, Pierre. T'aimes bien boire des verres, on aime bien échanger même en dehors du boulot, ça permet de se relâcher, etc. Il y a un truc que j'aimerais savoir, tu vois, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat à l'heure actuelle? Est-ce que t'es un mec qui veut bosser H24 et pour décrocher la lune? Est-ce que t'es un Elon Musk qui se lève que pour son taf, qui pense qu'à ça, qui est prêt à renier toute sa vie privée et tout ce qu'il y a derrière? Ou alors t'es un mec qui a juste envie de profiter à un moment et il y a du taf, limite jusqu'à mettre de côté le taf, quelque chose que t'as jamais fait, je pense. Pas trop en vrai. Hein. Après, j'ai commencé assez jeune, donc j'ai essayé les extrêmes, j'ai tout essayé, tu vois. J'ai essayé à charbonner non-stop, j'ai essayé un peu à stopper, j'ai vraiment tout essayé et je pense que c'est juste une histoire d'équilibre. Mais moi j'ai une grande peur, c'est celle de ne plus avoir de motivation et d'envie. Donc je me lève pour travailler, je me lève parce que j'ai des projets et que j'ai essayé de les concrétiser et j'ai juste peur de ne plus avoir de projets. Donc pendant que je les ai et pendant que j'ai cette envie, c'est ça qui me donne ma motivation, tu vois, tous les matins. Donc je vais pas charbonner jusqu'à me rendre malade et me niquer ma santé parce que j'ai envie de rester en bonne santé, tu vois. Et il y a un équilibre à avoir avec sociabiliser avec des amis, la partie entrepreneuriale, la partie amour, la partie familiale. Tout ça, c'est un équilibre qu'il faut garder, je pense. Et si tu commences à te focus sur une partie en question, tu vas forcément délaisser les d'autres. Et ça, c'est ce que je vais éviter parce que je l'ai trop fait avant. Et maintenant, j'essaie simplement d'être le plus stable possible là-dessus. Et être productif, c'est pas forcément bosser 12 heures dans la journée. C'est de bosser intelligemment. Pareil avec le reste. Avec tes amis, on te demande pas d'être présent 8 heures par jour. Tu vois, c'est être là au bon moment. C'est proposer des sorties. C'est quand tu es avec ta chérie, rester avec elle et profiter. Tu vois, c'est toujours une question d'équilibre. Jamais dans les excès, sauf pour l'alcool. Sauf pour l'alcool, je suis complètement d'accord. T'as des moments quand même où tu tapes des petits rushs, où tu vas chercher un petit peu cette pression. Du sens, on parlait tout à l'heure du devoir que t'as pas rendu après un mois, tu dois le rendre pour le lendemain, ça t'arrive encore? Ce rush, il est quand même important. Après, c'est moi qui mets les deadlines maintenant et j'ai besoin de m'en mettre. Donc j'en mets pour ma team, mais j'en mets aussi pour moi. Ça veut dire que si je me dis pas que dans 2 semaines, il faut que j'ai fini ça, bon, maintenant, j'ai de la chance, je suis bien entouré, donc on peut me le dire, tu vois, on peut me dire, hey, frérot, faut y aller maintenant, faut travailler. Mais c'est important d'avoir une deadline. J'avais vu une conférence TED sur la procrastination. Je sais pas si tu l'avais vu. C'était très bien imagé. J'ai beaucoup aimé la manière dont le TED a été réalisé. Et je pense que ça avait bien résumé la situation et la manière dans laquelle j'ai travaillé en études toutes ces années. C'est que j'ai besoin d'une deadline, j'ai besoin de ça. Sinon, il y a un petit monstre dans ma tête qui me dit, frérot, allume Netflix, tranquille, sors boire une bière.
Tu vois, il faut que tu aies cette pression pour tout donner. Alors ça va dépendre du projet, mais en tout cas moi c'est ce que j'essaie de donner quand je travaille avec des personnes. Tu vois, genre si je délègue des tâches, faut que je leur mette des deadlines. Il faut qu'ils aient aussi cette petite motivation et cette petite pression qui va faire que le travail qui va être rendu, il sera rendu à l'heure et de qualité incroyable, tu vois. Donc ouais. Complètement d'accord. Aujourd'hui, c'est quoi le taf de Pierre de Scale Me quand il se lève le matin? Qu'est-ce qu'il fait? Tu ouvres ton PC, tu bois un café, tu penses, tu médites, tu prends une douche froide? La douche froide, la fameuse. Non, j'ai un réveil maintenant depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils font de l'entrepreneuriat pour plus avoir de réveil. Moi, si j'ai pas de réveil, je me réveille à 14h. Donc c'est pas ouf, tu vois, si je veux profiter du soleil. J'ai mon petit réveil. Généralement, faut pas me parler avant une demi-heure et que je bois mon café. Et t'as remarqué, je sais pas si ça se voit, je pense que ça se transmet quand même derrière ma chaîne YouTube, c'est que je suis seul derrière ma chaîne YouTube. J'ai des monteurs de temps en temps, j'ai peut-être quelques personnes qui m'aident un petit peu à droite à gauche, mais j'ai rien délégué. Ça veut dire que les réponses, email, Facebook, Discord, Messenger, la totale, je fais tout moi-même. Donc j'ai au moins 2 heures, voire 3 heures de réponses par jour, gratuitement, tu vois. Je ne fais pas que avec les membres de ma formation. Ça veut dire que n'importe qui a une question, j'ai 1 heure le matin, 1 heure le soir minimum, qui est consacrée à répondre à toutes les questions et à aider la communauté. Peu importe le support, tu connais, que ce ça. soit sur le groupe Facebook, soit sur YouTube, etc. Okay. Donc c'est ce qui me prend beaucoup d'énergie, je pense. Je pense que ça nique un peu ma productivité sur d'autres projets, mais j'en ai besoin, tu vois. C'est gratuit, mais ils me le rendent tellement que c'est le meilleur ROS que je puisse avoir. Donc il y a ça. Et bon, j'ai d'autres projets en tête. J'aimerais bien faire une formation sur de l'A/B testing, une nouvelle version de la Google Ads, parce que j'ai une nouvelle stratégie évidemment. En 1 an et demi, j'en ai des nouvelles qui ont été testées et approuvées, donc j'ai envie de les partager. En plus de celles qui fonctionnent encore évidemment. Donc voilà, ça c'est les 2 gros projets qui vont arriver. Et puis bon, évidemment, 2-3 autres sites. Et c'est mes sites à moi. Et j'ai d'autres sites aussi, je fais un peu de media buying. Donc je passe environ 3 heures à 4 heures par jour sur Google Ads pour analyser toutes mes datas. Ok. Voilà, en gros. Donc t'es un bosseur quand même. Un petit peu. Alright. C'est quoi le futur de Pierre de Scale Me maintenant? J'aimerais bien voyager quand même un petit peu, personnellement, ça peut être intéressant. Professionnellement, je suis encore animé, je suis encore ce petit gosse qui va à Silicon Valley, faire ma petite start-up, tu vois, normal. Faut que j'y aille. Quelques semaines, quelques mois, quelques années, je sais pas encore. C'est con de dire que je vais attendre l'idée, parce qu'une idée, ça n'a pas beaucoup de valeur si on la concrétise pas. Mais j'attends de trouver, je pense, la tech ou le produit qui m'inspire et d'être bien entouré. Là, je suis assez bien entouré, donc je pense que c'est juste le petit truc qui va faire, ok, je fais mes valises et je me tire, tu vois. Tu penses? Moi, alors là, du coup, je suis moins d'accord avec toi sur le côté startup, dans le sens où l'idée, pour moi, c'est devenu quelque chose qui se source à mort, comme un produit, tu vois. Et pour lequel tu vas chercher les niches, tu vas chercher les mots-clés, tu vas chercher l'intérêt, tu vas voir ce qui se lance à l'heure actuelle. Donc ça demande une vision sur le marché constante, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Donc de voir vraiment ce qui se lance, d'avoir une vue globale et de partir vraiment des intérêts, du besoin pour tisser l'idée. L'idée, c'est une solution à un problème dans la plupart des cas. Mais d'un problème, il peut y avoir genre 50 solutions qui sont différentes, tu vois. Et pour moi, genre ta startup, au final, ce sera juste une branche de cette solution qui va peut-être commencer à hyper segmenter, qui va grossir au fur et à mesure. Ça c'est ce que je souhaite. Maintenant, je pense vraiment que c'est un peu dans le mood où c'est limite tu décides de te mettre dedans, de dire vas-y c'est bon, j'ai fait mon temps limite sur Scale Me. Je veux quelque chose de plus gros qui me booste encore plus, quelque chose pour lequel je veux un énorme challenge qui sera peut-être pas forcément financier, même s'il faut faire de l'argent. Pour une boîte, il faut qu'elle soit rentable si elle veut continuer de vivre. Mais je pense que c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, maintenant je vais me libérer masse de temps. Tu vois, je vais arrêter de faire du media buying, vendre mes services, je vais limite kill mes sites ou les revendre et je vais me libérer une grosse partie de la journée, si ce n'est l'intégralité de mon temps, pour consacrer à ça. Et à l'heure actuelle, tu vois, le truc où je passerai le plus de temps avant de me lancer, c'est pas forcément dans la réalisation du produit ou dans mon MVP ou le truc dans le genre, c'est carrément dans la recherche du produit. Comme en e-commerce à l'heure actuelle, ce que je conseille à tout le monde. Tu parles d'une recherche active là de produit, on est d'accord? Ouais, on parle d'une recherche active. Et moi, limite avec plusieurs cerveaux dessus qui analysent le marché de manière différente et qui partent du marché
pour trouver une idée et pas ouais, j'ai eu un problème hier, j'arrivais pas à dormir, ou quand je me réveille, j'ai des fourmis sur le bras, je vais inventer un coussin en forme d'arc-en-ciel. Tu vois. Fallait me délire. Même si ça peut, tu peux partir de ça et aller ça se trouve, il y a des personnes, ça inspire, tu vois, genre, moi ça m'inspire pas ça. Mais moi je suis plus en recherche passive, tu vois, genre là je suis dans un mood où je le ferai un de ces quatre. Ça reste connecté quand même. C'est ça. Je suis aware, comme il dit, tu vois. Genre, je vois un peu ce qui se passe. Je suis conscient de notre situation actuelle et de notre marché sur plein d'aspects différents. Je reste informé et surtout, je reste ouvert à beaucoup d'opportunités. C'est ça qui est ouf, c'est que le fait de côtoyer plein de personnes qui nous ressemblent et qui ont plein d'idées, plein de projets, ils ont forcément besoin de quelqu'un ou ils ont parlé d'un problème ou de quoi, et ils peuvent avoir juste le déclic. Putain, bah, c'est ça, tu vois. Et le fait de pas forcément être en recherche et en veille ultra active, mais juste en veille passive et d'être ouvert à beaucoup d'opportunités, à savoir dire oui ou non à certaines, je pense que c'est ce qui va faire que je trouverai d'ici quelques années le projet qui m'hypera. Et après, moi je pense, et je suis persuadé du fait qu'à un moment, si tu pars sur quelque chose et tu décides de t'engager, après 2 mois, ce sera complètement autre chose. Après 4 mois, ce sera encore autre chose. Et c'est un peu comme les échecs, tu vois. T'as vraiment un truc, ça va dessiner des. Ta première idée sera jamais la meilleure. Il faudra faire plein de tests différents. Ça va forcément switcher à des moments ou à un autre pour donner le projet et le produit final, la solution finale. C'est hyper intéressant. Moi, je te le dis, c'est mon kiff. C'est un peu pour ça que je travaille. Je pense que c'est une finalité. C'est aussi, je pense, quelque chose qui drive encore plus. Tu fais monter un bateau que plein de personnes peuvent rejoindre. Inspirer les gens, c'est ça qui est ouf. Carrément. Je dis pas qu'à l'heure actuelle, c'est pas un bateau que beaucoup de gens peuvent rejoindre. Je pense qu'on a la chance déjà d'avoir un business qui peut au moins être géré de manière solo, même si c'est un putain de taf, tu le sais, de créer une formation, de créer du contenu de manière générale, d'animer une communauté, etc. Je pense que c'est un business qui peut se gérer, tu vois, 2-3 personnes max et ça suffit largement. Mais je pense aussi que la startup, c'est vraiment le côté plus gros où tu vas vraiment pousser le truc. Tu pars vraiment de rien. No limit. De 0 à 2000 employés s'il faut, voilà. Et ça c'est ouf. Je pense qu'on en parlera encore une fois hors caméra. Maintenant, j'aimerais conclure un peu cette vidéo avec quelques astuces. T'es un mec qui teste, qui exploite Google dans tous les sens, qui reste au courant de toutes les mises à jour qui se passent sur Google. Il y a peut-être des membres de ta formation qui regarderont cette vidéo. Il y a peut-être des futurs membres de ta formation Google qui va être mise à jour, tu disais, qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, est-ce que tu as une strat Google à mettre en avant, quelque chose qui marche, qui est peut-être t'es un peu la seule personne qui en parle, ou quelques petites astuces en 2020 pour tester et scaler un produit. J'aimerais bien avoir aussi le point de vue, ça fait peut-être beaucoup, mais d'un mec qui a peu de budget, qui commence à peine, et d'un mec qui a déjà pas mal de ressources et qui a potentiellement un produit qui fonctionne déjà. Monoproduit, on est d'accord ? Ouais. Ok, donc monoproduit, c'est simple. Tu vas simplement te mettre à la place de la personne qui est intéressée par ton produit, qui a un problème et qui cherche une solution. Tu vas avoir toutes ces requêtes qui vont taper sur Google, tu vas les mettre, les gratter sur ton bloc-notes et tu vas essayer de les segmenter sous plein d'aspects différents. Donc la première, ça va être plus un descriptif produit. Imaginons ce que j'avais fait moi pour un de mes shops pour la Saint-Valentin qui avait très bien fonctionné. Je balance la niche parce que clairement maintenant c'est overbooké en termes de concurrence, donc ça sert plus à rien de se lancer dessus. C'était les roses de Saint-Valentin, tu sais, les roses en or. C'est pas un vrai problème solution, c'est un cadeau qu'on offre. Donc les personnes qui vont être intéressées, ceux qui connaissent déjà le produit, qui vont taper rose en or et tous les descriptifs. Rose en or, rose dorée, rose or, rose 24 carats, rose Saint-Valentin, etc. Tout ça, ça va être des descriptifs, tu vas les mettre dans un côté que tu vas appeler donc plus keywords descriptifs. L'autre, ça va être un problème solution. Meilleur cadeau Saint-Valentin, cadeau Saint-Valentin femme, cadeau pour sa femme, cadeau, tu vois, tous ces trucs-là, tu les mets de l'autre côté. Et ensuite, tu vas faire sur le search, donc c'est segmenté en campagne, groupe d'annonces et mots-clés, avec les annonces dedans. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est simple. C'est une simple campagne de search, donc réseau de recherche en vente, toute basique. Dans cette campagne, il y aura plein de groupes d'annonces. En fait, chaque groupe d'annonces devrait normalement avoir qu'un seul mot-clé. Et sur ce mot-clé, tu vas faire 3 annonces différentes, où dans ces annonces, il y a tout le temps le mot-clé en question qui ressort. Ça va faire que ton taux de clic sera monstrueux, parce que ça matchera parfaitement. Tu vois. Genre, imaginons que le mec tape cadeau femme 40 ans, tu vois. Tu vas faire le meilleur cadeau pour votre femme qui vient d'avoir 40 ans, tu vois.
découvrez ce qu'il a fait, ce qui leur fait fondre, tu vois, qu'un génère ou je sais pas quoi, comment dire. Tu vois, tu fais que les trucs comme ça où tu matches parfaitement à fonction de ce que la personne a écrit. Et si derrière tu vas aller un peu plus loin, tu peux t'amuser à faire des landing pages adaptées à chaque demande. C'est un peu plus long, il y a des outils pour ça, c'est Optimize. Je vais en parler de toute façon plus tard dans ma chaîne YouTube. Mais rien que ça, rien qu'optimiser parfaitement tes keywords avec l'annonce, ça va faire que tu auras un super bon CTR, un niveau de qualité quasi proche de 10 sur 10. Et donc du coup, tu vas être mis en avant quasiment constamment pour beaucoup moins cher. Et ça va être super rentable. Parce que tu tombes exactement mot pour à la recherche du client. Exactement. Du prospect du moins. Ouais, et tu fais évidemment 2 à 3 annonces différentes par groupe de keywords. Ça, c'est la stratégie qui prend un petit peu de temps. Mais en monoproduit, franchement, tu peux consacrer une après-midi à faire ça. Tu ferais ça en test direct? Ouais. En monoproduit, de ouf, totalement. Et avant ça, évidemment, il y a toujours une petite partie où tu peux analyser le nombre de volumes de requêtes habituellement et le coût par clic moyen. Parce qu'on a quand même pas mal de données maintenant, on sait tel mot-clé coûte combien. Et ça, c'est ouf. Ça va t'aider aussi à choisir, toi, ta liste de mots-clés ou alors Ah non, ça va m'aider à choisir surtout si le produit m'intéresse ou pas. Ok. Parce que si je vois qu'il y a un gros volume et qu'il y a peu de concurrence, je mets tout le budget, tu vois, je sors la liasse. Ouais. Mais si je vois que c'est plus concurrentiel, que les coûts par clic sont un peu plus chers et qu'il n'y a pas tant de requêtes que ça, si j'ai pas vraiment un marketing surqualifié avec un branding incroyable, je vais éviter de me positionner. C'est une strat qui s'applique petit budget comme gros budget? Ouais. Petit budget, on va plus éviter la courte traîne, donc les mots-clés très volumineux et très concurrentiels. Ouais. Tu peux te positionner dessus et te mettre en coût par clic manuel. Et imaginons que tu sois en coût par clic habituellement de 60 centimes, tu vas le descendre à 15-20 centimes. Tu auras très peu de visibilité, tu en auras un petit peu pour pas cher. Mais sinon, tu les vires et tu prends que les trucs de longue traîne, tu vois, genre cadeau pour femme, 49 ans, 52 kilos, tu vois. Carrément. Et là, tu te places vraiment sur une recherche où il y a, sur un. Tu sais qu'il y a du besoin, tu sais qu'il y a de la demande parce que sur les courtes traînes, il y a du trafic à mort. Et toi, tu vas justement segmenter au maximum et limite créer un arbre autour du tronc où lesquels tout le monde se bouffe un petit peu. Et toi, tu te places un petit peu autour de cet écosystème. Si tu vas aller un peu plus loin, si tu vois que tu as énormément de mots-clés en courte traîne et que tu ne veux pas faire un groupe d'annonces par mot-clé parce qu'il y en a beaucoup trop. Ce que je fais quand j'ai vraiment la flemme, ça reste entre nous, j'appelle ça, c'est du DSA, c'est du Dynamic Search Advertising. Le but, c'est que tu vas juste faire un groupe d'annonces que tu vas mettre en DSA. C'est ce que je fais. Ouais. Et tu balances tout dedans. Sinon, il y a une petite technique qui marche bien aussi. C'est si tu as genre 200 mots-clés en courte traîne, tu vas juste faire une annonce. Et dedans, en fait, dans les titles, tu peux, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les crochets, non? C'est pas les crochets, pas les parenthèses, tu vois, les parenthèses entre crochets un peu chelou. Tu ouvres ça et tu peux choisir de faire une intégration de mots-clés. Donc en gros, le premier title, tu peux dire que ce soit exactement mot pour mot avec la syntaxe exacte que ce que la personne a tapé. Brackets. Non, c'est pas les brackets, c'est pas les crochets. C'est les crochets chelous, tu vois. Les parenthèses. Non, c'est pas les parenthèses. Accolade, voilà. Putain, on y est arrivé. Donc, tu ouvres une accolade, tu mets keyword, et en gros, ça va rentrer le mot-clé précis que la personne a tapé. Donc, tu fais une intégration de mots-clés dans ton titre et ta description. Et ça envoie. Donc, si tu as genre beaucoup de mots-clés à l'arrache, tu fais numéro 1 enserrer le mot-clé, et t'envoies, tu vois. T'envoies du trafic en testing. Carrément. Pour du testing, quand t'as pas le temps, c'est parfait. Si tu cherches de l'acquisition de trafic pour tester un produit, tu vas prioriser la search ou le shopping? Franchement, je fais les deux. Hein. Okay. Le shopping en multi-produit, je le fais seulement si c'était optimisé en SEO. Okay. Si ça n'a pas été optimisé en SEO, ça prendra trop de temps. Et surtout que ça se base sur le title. Tu peux choisir que ce soit le title, le méta SEO que tu as créé toi-même. Ou le faire manuellement via une application ou via le Merchant Center depuis le Google Sheets, tu vois. Ça demande du temps. Donc, si tu n'as pas déjà concrétisé et consacré du temps à l'optimisation SEO, fais pas en multiproduit. Mais en monoproduit, vas-y. C'est super simple à faire. Alright. Aujourd'hui, tu disais que tu n'utilises plus Facebook? Non. Donc, toi, tous tes testings, tu les balances direct sur Google. Tu arrives à avoir des résultats rapidement? En 2 jours, je sais si le produit marche ou pas. Il marche ou pas. Aujourd'hui, ça fait longtemps que tu fais du e-com. Au bout de combien de produits testés, tu trouves un produit gagnant environ? Maintenant, j'arrive. Je sais pas si maintenant c'est le flair, à force d'avoir testé plein de trucs, mais j'arrive déjà à savoir
ce produit, je le sens pas, tu vois, je le ferai pas. Ça m'arrive de me tromper, évidemment, tu sais, j'ai pas la science infuse, mais c'est aiguisé. Ça, j'arrive de plus en plus à savoir où celui-là, il y a du potentiel. Je le teste et quand je teste un produit, franchement, les 2 tiers fonctionnent. J'en teste pas beaucoup, mais je réduis mes efforts, je les limite à des produits qui marchent bien. Je suis beaucoup moins dans le coup de poker maintenant. J'arrive à savoir une demande et savoir comment l'audience maintenant peut potentiellement réagir. Donc pareil, tu préfères prendre plus de temps limite à rechercher le produit, à tomber sur un produit qui te fait un peu cet effet où tu dis là il y a quelque chose et après tu le lances. Et tant que ça arrive pas, limite de toute façon c'est pas grave, il y a des boutiques qui tournent, il y a le reste, donc tu perds rien, t'es pas dans cette pression constante de dire faut absolument que je trouve un produit, donc je vais lancer tout et n'importe quoi et si j'en lance 14, Inch'Allah il y en aura un quoi. C'est simple, il y a aussi l'aspect marketing derrière. Moi je suis un peu un marketeur, donc faut que le produit m'inspire pour que j'arrive à le faire inspirer aux gens. Si le produit j'arrive pas à trouver d'axes sur lesquels je vais pouvoir me positionner pour le faire vendre, j'arriverai pas à le vendre. Carrément. Donc si je vois un produit, je fais oh putain, là il y a un truc à faire, là il y a de la faille dans l'utilisateur. Tu vois tout le cheminement derrière, problème, solution, tout ça se dessine, mots-clés. Totalement, qui arrivent, exactement. Okay. En fait, quand tu arrives à gérer ton outil et que tu comprends comment les personnes fonctionnent pour acheter sur ton site internet habituellement, ça se dessine tout seul. Tu sais sur quelle stratégie tu vas t'axer, tu sais même marketing en parlant en termes de storytelling ou de copywriting, comment tu vas te positionner et tu sais sur quels axes tu vas taper, là où ça fait bien mal, tu vois. Exactement. Pour que le mec sorte la carte bancaire, tout simplement. Aujourd'hui, quand tu testes un produit, tu fais tout. Tu fais ton copywriting, tu montes la boutique, tu fais les montages photos, etc. Je suis de plus en plus en train de déléguer, mais j'ai du mal vraiment. En fait, je délègue et je dis soit ça marche pas et je vois que, genre, imaginons que sur un montage, j'aime pas. Au lieu de lui expliquer comment faire, je reprends le truc, je le fais de A à Z et je lui dis tu vois, fallait faire comme ça. Du coup, je le fais. Ouais. Mais après, lui, il comprend comment faire après et ça prend plus de temps. Mais je préfère dire comment faire. Tu vois, par exemple, là, j'étais en train de faire le montage de ma prochaine vidéo sur YouTube. La outro, j'aimais pas du tout. Donc du coup, je lui ai dit, écoute frérot, au lieu de dire change ça, j'ai sorti Photoshop, j'ai fait la maquette en 2 spi, je lui ai dit je veux ça. Je l'ai envoyé et là, il a fait le truc comme je le voulais. Et au pire, il la réutilise, c'est une outro, tu vois. Moi, totalement. j'utilise tout le temps la même. Ouais. Donc voilà. Ok, énorme. Donc là, à court terme, le but, c'est de sortir un peu les 2 formations, continuer à bosser sur les boutiques, sur les shops de toi ou tes clients, et de repartir sur du contenu. Ouais, c'est très compliqué. J'en ai parlé un petit peu à toi, de mon problème que j'ai avec mes contenus et mes vidéos sur YouTube. Le gros souci, c'est simple, c'est que j'ai envie de donner toujours une meilleure version de vidéo que la précédente. Que ce soit dans le fond ou dans la forme, j'ai pas envie de stagner. Je veux toujours faire un peu mieux. Donc c'était simple quand je rachetais du matériel. Tu vois, quand tu changes de micro, c'est forcément mieux. Quand tu changes de caméra, c'est forcément mieux. Quand tu te formes à setup ta caméra, c'est forcément mieux. Tes lights, c'est mieux. Donc en termes de forme, tu arrives à un stade où tu peux toujours faire un peu mieux, tu vois, mais c'est toujours plus compliqué. Pour le contenu, j'essaie de m'informer au mieux, tu vois, mais c'est compliqué de trouver toujours des bonnes idées et de donner le plus de contenu et de bonnes valeurs sans que non plus ça leak à droite à gauche. Donc c'est toujours dans cet aspect où je veux faire un truc parfait, un peu mieux, et ça me bousille, tu vois, genre des vidéos, j'en recorde 10 fois des fois. Tu les jettes? Ouais, je les jette. Ça me rend ouf. Je vois le truc, je fais putain, mais je suis un connard, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas bon. Il manque ça, c'est pas bon. Je recommence. Hop. Et le problème, c'est que j'ai un fil conducteur, mais j'improvise constamment en vidéo. J'aime bien parce que tu es dur avec toi-même et moi c'est un truc qui me pousse aussi tout le temps à faire mieux. Après on a toujours, je pense qu'on a 2 visions et ça c'est hyper intéressant. Moi j'ai une vision de masse sur YouTube dans le but où je veux couvrir un maximum de mots-clés et du coup je sors un max de vidéos. Ça demande une énergie qui est folle mais ça demande aussi moins de rigueur sur le rendu final et de dire tu vois je filme mon écran de A à Z, évidemment je vais faire un petit cut si à un moment je balance n'importe quoi mais tu vois je me laisse aller dans ce truc. C'est plus ce côté naturel que je cherche, qui me plaît, même si je fais gaffe à avoir un bon rendu vidéo, une bonne caméra, une bonne source de lumière, un bon micro, etc. C'est important, mais je veux moins me prendre la tête. Moi, j'apprécie vraiment la qualité de tes contenus et d'ailleurs, ça se prouve par le fait que quasiment toutes tes vidéos dépassent 2 à 5 cas de views et ont un super rendu. Évidemment, sauf peut-être ta première vidéo où tu ne montrais pas ta tête ou où tu fais juste ton screen. Mais à partir du moment où tu as décidé à le faire, ça a toujours été dans une allure où je veux faire mieux, je veux produire mieux. Et je pense que ça se voit dans la croissance des vidéos. Tu regardes les premières et une à une, il y a toujours un petit truc qui change. J'espère que ça se ressent, tu vois. Mais après, on arrive à un stade où tu bloques et. Je pense que tu as un moyen de mesurer, c'est la rétention. Ouais.
Et par contre, ça dépend aussi du sujet que tu Ouais. traites. Ouais. Carrément. Et donc, mec, bon, je pense qu'on en parlera hors caméra, mais c'est vraiment un truc, je pense que tu... Alors, dites la team si vous avez regardé déjà des contenus de Pierre. Est-ce que vous kiffez ces dernières vidéos et l'allure de ces vidéos? Est-ce qu'il cherche pas à en faire trop? Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, mec, je t'encourage vraiment à continuer. Ouais. C'est hyper intéressant. C'est ouf, t'es déjà sur une lancée, je pense que t'es inarrêtable. Perso, je le suis aussi. Enfin, c'est toujours pareil. On est une team. Si t'as besoin, on est là. Si j'ai besoin, je pense que tu seras là. En tout cas, merci d'être passé sur cette vidéo. C'était vraiment hyper intéressant de A à Z. Si vous voulez retrouver Pierre, les amis, je te laisse leur indiquer comment te trouver. Simple et efficace. Scale Me sur YouTube. J'ai un Instagram, je crois que c'est pierre.scale.me ou un truc comme ça. Ça doit être ça. Ce sera affiché de toute façon, j'imagine. Je compte sur toi. Et c'est tout. Je suis joignable à peu près partout. Donc si vous avez une question ou quoi, même en commentaire, je pense que je regarde de temps en temps la vidéo. S'il y a besoin, questions spécifiques, n'hésitez surtout pas. Puis merci à toi, Thomas, pour l'invitation. C'était cool. C'était énorme. Encore une fois, si vous voulez retrouver Pierre, c'est plus sur des contenus qui sont liés à Google Ads, YouTube Ads. Surtout Google Ads. Ouais. Donc après, ce qui risque d'arriver, du coup, ça reste Optimize, un moyen de faire de l'A/B testing sur vos sites. Et du coup, d'avoir des différentes pages, différents messages qui s'affichent en fonction de l'audience que vous ciblez. Et potentiellement, du coup, une update de ta formation Google Ads. C'est ça. Affaire à suivre. Bro, thanks. Merci, mec. C'était énorme. Ciao.